Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Première édition de la semaine, voici donc les titres de ce lundi. Nous commencerons ce journal avec la journée mondiale de la biodiversité marine. Nous nous rendrons au centre scientifique de Monaco pour en savoir plus. Ensuite, nous parlerons de la poursuite du programme de formation de médecins étrangers sous l'égide de la coopération internationale. Et pour terminer, nous découvrirons une grande exposition au musée d'anthropologie à l'occasion de la journée mondiale de la diversité culturelle. Mais avant d'ouvrir ce journal, vous le voyez sur ces images, un incendie s'est déclaré dans la matinée chez un particulier dans un immeuble de 8 niveaux supérieurs et 4 en sous-sol au 20 boulevard d'Italie. Un incendie violent qui s'est propagé dans la cuisine et qui a généré un important dégagement de fumée. Dans la cuisine, au moment où je rentre dans la cuisine, il y a des femmes qui sont venues. Là, j'ai reculé, le chien était dans son panier. Je l'ai pris, j'ai pris un sac avec mes papiers, je suis sorti, et puis j'ai sonné à tous les appartements pour descendre. Au début, j'ai voulu monter, mais avec toute la fumée, c'était pas possible de monter. Donc là, je suis descendu et en sonnant aux appartements. 47 personnels des pompiers de Monaco ont participé à l'intervention. Le feu rapidement maîtrisé est donc parti d'un des appartements situés au deuxième sous-sol. Et la colonne de fumée est montée dans les étages. 35 personnes ont été touchées par les émanations. 15 d'entre elles ont été hospitalisées au CHPJ. Mardi, nous célébrerons la journée mondiale de la biodiversité. Pour cette année 2012, le thème a été porté sur la biodiversité marine. C'est pour cette occasion que nous nous sommes tournés vers le centre scientifique de Monaco, l'un des plus grands centres de recherche au monde sur le corail. On écoute justement Denis Allemand, directeur du centre scientifique de Monaco, qui nous explique ce que nous apporte réellement la biodiversité. C'est d'abord pour bien connaître les origines de la vie et donc de l'espèce humaine. Le monde du vivant est issu de la mer. La biodiversité marine, c'est quelque chose de très différent finalement de la biodiversité terrestre. Souvent quand on parle biodiversité, on imagine les insectes qui représentent, c'est vrai, les 3/4 des organismes. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la biodiversité est beaucoup plus importante en mer, où se trouvent la plupart des embranchements. Tous les embranchements existants dans le monde ont des représentants en milieu marin, alors qu'il y en a que tous n'ont pas des représentants en milieu terrestre. Au centre scientifique de Monaco, le champ d'étude est centré sur le corail. Il en existe 1500 espèces branchues, aplaties, foliacées, aux couleurs et aux fluorescences variées. 40 espèces sont étudiées ici. Comprendre leur biodiversité est indispensable. C'est connaître le mécanisme de biominéralisation, comment on construit un squelette. Ça a un rapport directement avec notre squelette osseux, puisque les coraux, en fait, sont des petits organismes vivants qui élaborent un squelette de carbonate de calcium, et nous, on étudie ce mécanisme. C'est aussi pour permettre de mieux appréhender un écosystème. Par rapport à l'augmentation de température, oui, les coraux sont touchés parce qu'ils vivent en symbiose avec une petite algue. Et cette petite algue est expulsée quand l'augmentation de température est importante. Et le coraux arrive à ce qu'on appelle le blanchiment, le stade où ils sont tout blancs, en fait, on voit le squelette. Quand ils blanchissent, ça veut dire qu'ils sont en train de mourir ? Ils ne sont pas forcément en train de mourir, mais ils ont très peu de chances de récupérer, donc 90% des coraux blanchis vont mourir. Sur le corail vivent, entre autres, des algues, des poissons et 500 millions de personnes qui dépendent de ces écosystèmes. Leur disparition entraînerait des répercussions dramatiques, d'où la nécessité de comprendre leur fonctionnement pour aussi en cerner les faiblesses et les sensibilités. Depuis quelques semaines, un chirurgien sénégalais effectue un stage au service gynécologie du centre hospitalier Princesse Grace. Ce programme s'inscrit dans le cadre de formation de médecins étrangers sous l'égide de la coopération internationale. Les explications de Patricia Navarro. Ce n'est pas la première fois qu'un médecin originaire d'un pays bénéficiant de l'aide de la coopération monégasque est invité à venir parfaire sa formation dans l'un des établissements de soins de Monaco. Après des personnels médicaux venus de Madagascar ou du Niger, ce sont cette fois un infirmier de bloc, une anesthésiste et un chirurgien sénégalais qui sont accueillis au centre hospitalier Princesse Grace. Moustapha Thiam est chirurgien. Il a intégré le service de gynécologie obstétrique pour se former aux techniques de la celliochirurgie. Ça fait 4 mois qu'il est ici. Maintenant, il va malheureusement nous quitter et tout le monde va le regretter parce que vraiment, ça a été une formation très riche. Donc en fait, en pratique, il a opéré avec moi parce que la celliochirurgie, ça se passe à 4 mains. Il y a 2 mains qui sont opérateurs directs et 2 mains, une qui tient la caméra et une qui fait l'aide. Donc en fait, il m'a aidé pendant 4 mois à faire de la celliochirurgie sur des interventions.
et il a acquis l'expérience à fur et à mesure des interventions. Moi, je l'ai vu progresser parce que c'est un chirurgien qui est très brillant en laparotomie, donc en technique conventionnelle, c'est déjà quelqu'un qui a une énorme expérience. Et il était très désireux d'apprendre et il a appris très vite. J'étais même étonné par la rapidité à laquelle il a appris la technique. Et en fin de parcours, là, il peut vraiment faire des interventions tout seul, tranquille. La celluliochirurgie étant une technique encore méconnue au Sénégal, ce stagiaire va donc pouvoir ensuite transmettre à son tour dans son pays l'enseignement qu'il aura acquis à Monaco. Le matériel est déjà disponible au Sénégal, mais en fait, il n'y a pas de manipulateur. Et donc, de ce fait, je suis venu pour me faire former ici en celluliochirurgie, ainsi que l'infirmier et l'anesthésiste, pour pouvoir bénéficier des connaissances du docteur Jacques Réa et éventuellement faire démarrer l'unité de cellules à Dakar. Déjà à Dakar, moi je suis universitaire et donc je donne des cours aussi bien au niveau aux étudiants en médecine qu'aux sages-femmes. Et donc du coup, le fait d'acquérir ce savoir me permettra également d'être un pont ou un relais pour pouvoir transmettre ce savoir aux jeunes générations. Et donc là, c'est une continuité en fait. Ça garantit un retour au pays du savoir-faire et également il y aura un pont qui est déjà installé. Et donc nous aurons la chance de recevoir encore le docteur Jacques Réga une fois que l'unité sera installée pour pouvoir démarrer et nous accompagner encore au bout de quelques semaines pour pouvoir vraiment booster cette unité de celluliochirurgie et éventuellement pour qu'on puisse s'implanter et avoir des racines assez solides pour promouvoir cette nouvelle technique. Et les deux hommes se retrouveront très rapidement puisque c'est à l'automne prochain qu'ouvrira officiellement le service d'endoscopie gynécologique de Pikine à Dakar, avec pour le piloter les 3 personnels de santé formés à Monaco. Le musée d'anthropologie de Monaco propose du 21 mai au 21 septembre prochain une grande exposition de l'été à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle. Le récit de Jean-Christophe Diminour. Image insolite, une yourte mongole qui surplombe le rocher. Nous sommes au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, le musée qui expose cet été le travail de 6 années de fouilles archéologiques dans les steppes de Mongolie. Dans cette pièce, des vestiges, des moulages qui retracent l'histoire des premiers peuples nomades des hauts plateaux de l'Asie centrale, Mongolie et Sibérie comprises, ce qu'on appelle communément les peuples des steppes. C'est l'histoire des premiers nomades de Haute-Asie. On parle souvent de la Grande Muraille de Chine. Eh bien, elle était là pour indiguer, soi-disant, des barbares. Eh bien, en fait, ce sont des civilisations très puissantes qui se sont mises en place 1000 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, ces civilisations, on avait très peu d'informations à leur sujet. Et là, depuis 6 ans, eh bien, on fait des découvertes extraordinaires, et notamment les découvertes que l'on fait sur notre site de Tsatsinareg. Ces civilisations se sont transformées en grand empire au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce que l'on a découvert, c'est qu'en fait, déjà 1000 ans avant Jésus-Christ, elles étaient très puissantes. Elles arrivaient à faire de grandes tombes aristocratiques, notamment, avec des milliers de dépôts, notamment de têtes de chevaux autour des tombes, et aussi pas mal d'objets en métal. Et ces objets en métal, eh bien, on peut les découvrir dans cette exposition. Des épées, des casques, des ornements funéraires en bronze. Outre ces objets, de grandes stèles de 3 à 4 mètres de haut sont exposées en plusieurs versions, à plat et dans leur version d'origine. Il s'agit en fait de moulages en résine réalisés avec le concours d'archéologues mongols, des reconstitutions d'une valeur jusque-là inexploitée. Ces stèles en fait sont inédites ici en Occident, n'ont jamais été exposées. C'est la première fois qu'on expose ce type de stèles ornées, déjà parce qu'il fallait en faire les moulages et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont les moyens de faire ce type de moulage. Il y a 62 stèles qui ont été découvertes sur le site de Tsatsinareg, elles sont toutes ornées de cervidés et on pense que ces cervidés en fait servaient à amener l'âme des morts vers le ciel, parce que ceux qui pourront visiter cette exposition verront que ces cervidés sont en train de bondir vers le ciel et au sommet de ces stèles il y a le soleil et la lune qui représentent le monde céleste vers lequel l'âme doit aller se déployer. Un parcours initiatique et la découverte des peuples des steppes, c'est l'exposition de l'été au musée d'anthropologie préhistorique. Depuis plusieurs semaines, le départ de l'entraîneur de l'ASM, Marco Simone, se murmurait. La direction du club l'a démis de ses fonctions samedi dernier et procédera dans les jours qui viennent à la nomination d'un nouveau staff technique. Les explications de Thierry Apparu. L'entraîneur italien de l'AS Monaco Football Club le sentait venir depuis plusieurs semaines. Il y a des signes, a-t-il expliqué sur le plateau de Canal+ ce week-end. Je savais à 100% que j'allais partir. On n'en saura pas beaucoup plus. Personne en fait ne veut se mettre à la faute au moment de négocier les indemnités de rupture de contrat. Dans le communiqué du club,
Le président, Dmitry Ribolovlev, a même remercié le coach et son staff pour le travail accompli. Et il y a de quoi. Au cours de la saison, Marco Simone, qui avait repris la formation début septembre, a réussi 2 prouesses. D'abord, relancer les Rouges et Blancs avant la trêve hivernale avec une équipe de jeunes issus pour l'essentiel du centre de formation. Ensuite, il a recomposé la formation pour la seconde partie du championnat en incorporant près d'une dizaine de nouveaux joueurs. De dernier, Monaco termine la saison en 8e position. Et la direction du club de justifier sa décision par un laconique « Nous souhaitons à présent donner à l'équipe une nouvelle impulsion en intégrant à notre équipe d'entraîneurs des personnes expérimentées qui la renforceront ». Et depuis, de Guéretz à Benitez ou Van Gaal, les noms ronflants circulent pour le 9e entraîneur depuis l'automne 2005 qui va s'asseoir sur le banc de l'AS Monaco Football Club. Et on ouvre à présent une page sport avec du handball. En National 3, Monaco s'est imposé 30 buts à 25 face à Frontignan ce samedi. Les Monégasques clôturent la saison avec un podium. L'ASM termine à la 3e position du classement général. Et pour tous les passionnés de sport automobile, le Grand Prix de Monaco se déroulera du 24 au 27 mai prochain. Formula Renault, Porsche Super Cup, GP2 et bien sûr Formule 1 seront au programme de ce riche week-end. Le départ du 70e Grand Prix de Monaco sera donné le dimanche 27 mai à 14 h. Les pilotes s'élanceront alors pour 78 tours. Vous pourrez suivre l'événement en direct sur Monaco Info avec Frédéric Robat et Thierry Apparu. Rappelons que le World Stars Football Match aura lieu le mardi 22 mai à 19 h au Stade Louis II pour sa 19e édition. Plusieurs personnalités telles que Michael Schumacher, Jean-Luc Ettori, Fernando Alonso et bien d'autres seront présents. Tous seront réunis lors d'un match afin de récolter des recettes destinées à la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Et pour tous les fans, sachez que Maria Carey a choisi Monaco pour sa seule et unique date de tournée en Europe. Ce sera le samedi 2 juin à 20 h 30 au Sporting d'été, salle des Étoiles. La diva est l'artiste féminine qui a vendu le plus d'albums sur la planète, avec plus de 200 millions d'exemplaires. Et à présent, voyons si le parapluie est toujours de mise pour les prochains jours. Eh bien, mardi, la pluie devrait laisser place à quelques éclaircies dans l'après-midi. Les températures iront de 12 à 19 degrés. Mercredi, le temps devient plus agréable avec un mercure à la hausse. Jeudi, le temps reste agréable avec quelques nuages discrets et une maximale de 23 degrés. Et enfin, vendredi, ciel nuageux avec des températures printanières au programme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.